Salut les pingouins, aujourd'hui je suis dans la maison en kit de mon frère et on va parler du système d'ossature métallique rail placo, on va parler d'isolation et puis on va aussi parler d'étanchéité à l'air. Alors l'idée dans cette vidéo c'est pas de vous faire un tuto complet de A à Z que vous pourrez reproduire chez vous, c'est plutôt vous montrer les grands principes si vous connaissez pas et puis vous donner quelques petites astuces qui pourront vous être utiles sur votre chantier. Donc mon frère quand il a acheté la maison, il avait des murs en briques qui sont les murs porteurs de la maison, là où reposent les fenêtres, les murs de l'étage et le toit. Donc il doit mettre de l'isolant par dessus et puis il doit aussi mettre un système pour avoir un mur intérieur qui est rigide et puis qui est joli. Donc l'idée c'est d'utiliser ce genre de profilé métallique. Il y a plusieurs types de profils, je vais vous en parler un peu plus tard. Il y a différents systèmes d'emboîtement, de fixation. Donc l'idée c'est de faire une ossature métallique qui est décalée du mur porteur et qui est décalée à peu près de l'épaisseur de l'isolant qu'on veut mettre. Et ensuite sur cette ossature métallique on pourra venir mettre des plaques de placo qui sont des grandes plaques d'1,20 m par 2,50 m à peu près qu'on va visser sur l'ossature métallique et puis ça fera le revêtement intérieur. Donc le premier truc qu'il a fait mon frère pour installer son ossature métallique c'est de mettre une lisse basse en bas, donc ça ressemble à ça, c'est un profil métallique qui a un profil bien particulier. Donc il l'installe exactement à l'endroit où il veut son mur final, moins l'épaisseur du placo parce que le placo il va venir devant cette lisse basse. En haut il installe la même chose mais il le met dans l'autre sens et du coup ça s'appelle une lisse haute. Et donc ce qui est important au moment de faire ça, c'est que la lisse elle soit déjà bien positionnée par rapport à plus ou moins profond par rapport aux fenêtres qui sont déjà installées par exemple. Et puis aussi bien être rectiligne parce que si on en met plusieurs ensemble, il faut que le mur il reste bien droit pour que ça soit propre à la fin. Et clairement le plus pratique pour ça c'est d'utiliser un laser. Je sais que moi dans la maison j'ai mis très longtemps avant d'acheter un laser et de m'en servir, c'était juste au moment de faire la salle de bain, mais en fait vraiment ça change la vie, donc je vous conseille si vous avez des travaux de rénovation un peu costauds à faire avec pas mal de trucs, vraiment un laser ça change la vie, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus précis que si on fait ça avec un niveau, avec des règles, avec des mesures. Un autre truc à faire attention au moment d'installer les lisses, c'est que dans les angles des murs, c'est qu'on est bien 90 degrés, que le haut par rapport au bas ça soit bien aligné. On peut pas forcément se fier au mur porteur qui est installé parce qu'il n'est pas forcément droit au millimètre près, il peut y avoir plusieurs centimètres. Donc voilà, il faut bien se caler pour être droit et peu importe si des fois on est plus ou moins loin du mur, on va voir comment on se débrouille avec ça après. Donc là ici mon frère il a une dalle en béton au sol, donc il a mis des vis avec des chevilles dans le sol pour fixer la lisse basse. Donc pour connaître le nombre de vis qu'on doit mettre, à quelle distance, etc. Soit vous pouvez aller lire les DTU mais c'est ultra chiant à lire et en plus c'est payant donc on les trouve pas forcément gratuitement, même si j'ai une petite astuce pour les trouver gratuitement, je vous mets le lien vers la vidéo qui explique ça. Mais sinon vraiment moi ce que je trouve le plus simple c'est d'aller sur les sites des fabricants, donc ceux qui vendent les rails, les systèmes de raccord, d'emboîtement et tout ça, parce que généralement ils ont des fiches récapitulatives qui sont extrêmement bien faites et dessus il y a toutes les infos essentielles à savoir pour les distances entre les différents éléments qu'il faut respecter. Et après l'installation de ces lisses basses, ils ont installé également ce qu'on appelle une fourrure au mur, donc là c'est pareil, c'est vissé dans les briques, donc avec des chevilles spécifiques pour ça. Il y a une hauteur pareil à respecter, donc là c'est pas au millimètre près si c'est plus ou moins haut, mais voilà, il y a une hauteur et un nombre de fourrures à respecter. Eux là ils en ont mis deux pour la hauteur, donc il y a une ici et puis une un peu plus haute là-bas. Et sur ces fourrures fixées au mur, on va venir mettre ce genre de petits modules là en plastique, là ça s'appelle un appui. Donc ça a une forme bien spécifique qui est adaptée au rail, donc ça vient slipper dedans. Comme ça, voilà. Donc une fois que c'est dedans, c'est assez solide, ça peut pas ressortir facilement comme ça. On peut le décaler un peu comme ça en forçant et s'il faut l'enlever c'est pareil, on peut le faire pivoter un peu, voilà, et ça s'enlève. Mais si on vient le caler de base et qu'on tire juste comme ça bouge pas, c'est solide. Donc la longueur de cette pièce c'est pas au hasard, en fait ça va dépendre de l'épaisseur de l'isolant qu'on met. Plus on va mettre un isolant épais, plus il faudra que la tige elle soit assez longue, parce que l'idée au final c'est d'avoir le petit truc qui dépasse juste un tout petit peu de la laine de verre ou de l'isolant qu'on va venir placer. Voilà, faut pas que ça dépasse trop et surtout faut pas que ce soit moins long que l'épaisseur de l'isolant. Imaginons que là il me faille un truc qui fait 15 cm on va dire, et ici là le mur il est vraiment pas droit donc il faudrait 20 cm, et je pourrais mettre que des petits appuis comme ça de 20 cm et venir recouper là ici celui qui sortirait un petit peu trop. Donc vraiment l'avantage de ce système là c'est que ça permet de rattraper des murs qui sont pas droits et de pas trop se poser de questions. Par contre l'appositionnement de cet appui là c'est important parce qu'ensuite le reste de l'ossature va venir se fixer dessus et du coup ça va vraiment dépendre de la largeur des plaques de placo qu'on va mettre plus tard, et donc on peut pas les régler, et si on n'a pas envie de recouper toutes les plaques de placo, il faut autant directement fixer avec les bons espacements ces différents appuis. Donc une fois qu'on a la lisse basse qui est en place, la lisse haute, qu'on a les différentes fourrures et les appuis en place, là on va pouvoir venir mettre l'isolant.
Donc là, lui, l'isolant qu'il a mis, c'est en laine de verre. Moi, c'est pas mon isolant préféré personnellement, je trouve qu'il y a des isolants qui sont plus performants. Mais en fait, lui, il a acheté la maison avec tous les matériaux qui étaient déjà là, donc ça serait bête de jeter la laine de verre pour mettre autre chose. Donc là, lui, c'est des panneaux qui sont en 160 mm d'épaisseur. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que suivant où on va installer la laine, si c'est sur un sol, si c'est sur un mur, si c'est en toiture, ce sera pas forcément la même parce qu'il y a des rigidités, des choses comme ça qui sont pas tout à fait pareilles. Là, par exemple, on voit, c'est marqué dessus pour mur par l'intérieur, donc voilà, on voit le petit dessin assez clair, mais voilà, faut pas se tromper, surtout si vous essayez d'acheter par exemple de la laine de verre d'occasion, des restes de chantier, tout ça, faire bien attention. Bon là j'ai pas de paire de gants, mais normalement il faut au minimum lunettes, paire de gants, masque, parce que ça fait de la poussière qui est vraiment pas bon pour les poumons, donc si vous faites ça toute la journée, au bout d'un moment c'est vraiment pas top pour la santé. Et donc là normalement on viendrait mettre une clé, on vient l'enfiler comme ça, et après on fait un quart de tour, et ça la bloque, elle peut plus sortir. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on va pouvoir plus ou moins appuyer, et donc ça permet vraiment de rattraper des murs porteurs qui seraient pas assez droits par rapport à la finition qu'on veut vraiment au top. Donc ce qu'on peut faire, c'est au fur et à mesure où on pose la laine de verre comme ça, on met qu'avec le clé, ça évite que la laine de verre elle ressorte, même si là par rapport à l'épaisseur, le fait qu'elle soit rigide, même sans la clé, voilà, ça n'a pas trop tendance à ressortir, mais on peut en mettre quelques-unes pour être tranquille. L'étape d'après, ça va être de remettre une fourrure. Donc en bas, la fourrure elle vient se glisser dans la lisse basse, c'est coupé à la bonne dimension pour venir dans la lisse haute, et ensuite, hop, on peut faire un quart de tour avec la clé, et donc là c'est verrouillé sur mon appui, ça peut pas ressortir, et s'il y a besoin de régler, là hop, c'est pareil, je peux défaire, et voilà, on voit que ça peut ressortir plus ou moins. Et donc là ensuite on va mettre des rails, donc généralement c'est tous les 60 cm parce que les plaques de placo font 120 cm. On va venir poser notre plaque de placo comme ça sur toute la hauteur. Donc en bas ça va être appuyé sur la lisse basse, en haut sur la lisse haute, là sur les fourrures, et donc on va venir mettre des vis qui vont traverser le placo et qui vont venir se glisser dans l'ossature métallique. Donc ça c'est le système de base, mais il y a 2-3 petits trucs en plus à savoir si on veut faire l'étanchéité à l'air aussi avec une membrane. L'étanchéité à l'air d'une maison c'est super important, j'en parle en détail dans une autre vidéo qui est dédiée à ce sujet là, mais en gros il y a deux choses que ça permet. Premièrement, ça permet que l'air chaud à l'intérieur, l'hiver, elle parte pas dehors, et ça permet aussi d'éviter que l'humidité qui est à l'intérieur de la maison, elle traverse l'isolant, les murs, et qu'elle soit piégée en fait entre le mur et l'isolant, et que du coup l'isolant il soit humide, ce qui déjà le rend moins performant. Si c'est vraiment trop humide, ça peut pourrir, ça peut moisir, donc c'est pas bon du tout. Donc je trouve vraiment que l'étanchéité à l'air c'est un truc important à prendre au sérieux, et moi je vois que dans ma maison on a galéré à faire toute l'étanchéité, mais ça paye aujourd'hui sur le niveau d'isolation. En bas, au moment d'installer la lisse basse, ils ont mis un morceau de frein vapeur en attente. Donc le frein vapeur, c'est ce qui permet de faire l'étanchéité, ça permet de laisser plus ou moins passer la vapeur d'eau. Et donc ce qu'ils ont fait pour que ça soit vraiment étanche et raccord avec la dalle, c'est qu'ils ont passé le morceau de frein vapeur ici sous la lisse, et en fait ils ont mis un boudin de mastic tout le long au moment de mettre la lisse, et donc en vissant c'est venu faire l'étanchéité parce que ça a écrasé le boudin de mastic. Donc on a vraiment une bonne étanchéité entre la dalle et le morceau de frein vapeur en attente. Et avant d'installer tous les autres rails, ils vont venir remettre des morceaux de frein vapeur comme ça, et ils vont venir se raccorder sur le morceau de frein vapeur qu'ils ont laissé en attente. Et c'est beaucoup plus simple de mettre comme ça des petits morceaux de frein vapeur en attente de 20 cm plutôt que de mettre tous les morceaux de rouleau pour aller jusqu'en haut d'un coup. Ça serait ingérable après pour faire l'isolation, pour installer les rails et tout ça. Et donc au niveau des appuis, ils vont venir percer le frein vapeur. Hop, comme ça. Alors là, comme on a fait un trou, eh bien l'étanchéité à l'air elle est plus au top du top, et donc s'il y a un trou comme ça c'est pas grave, sauf que des appuis comme ça il y en a des dizaines et des dizaines dans toute la maison, donc à chaque fois ça peut faire des petites fuites, et mis bout à bout c'est vraiment pas bien, et ça permettra pas d'avoir une étanchéité qui est au top. Du coup il y a un système qu'on vient rajouter, donc en fait on a deux petites pastilles comme ça, il y a un truc en caoutchouc un peu souple et un truc en plastique un peu plus dur. Donc on met le morceau de caoutchouc en premier, on vient percer notre frein vapeur, hop, et par dessus on met la petite coupelle comme ça qui vient refermer. On appuie pour faire un quart de tour et ça permet de verrouiller. Et donc là, grâce à la petite rondelle en caoutchouc et l'appui des deux côtés, eh bien on a une étanchéité à l'air à ce niveau-là. Donc après on fait les raccords avec les morceaux en attente en bas, avec les morceaux en attente en haut, donc on fait ça avec du scotch généralement. On fait aussi des raccords avec du mastic au niveau des ouvertures, des fenêtres et des portes. Et ensuite on utilise le même système de clé, hop, on vient se mettre dedans, on clip le rail dessus, un quart de tour et c'est verrouillé. Donc il y a une autre technique pour faire l'étanchéité à l'air, c'est d'installer les rails et tout ça sans se préoccuper de la membrane. Et donc l'idée c'est d'installer la membrane seulement après, et donc cette fois on va la mettre devant la lisse basse, devant les rails, ça va remonter ici, et devant la lisse haute. L'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, quand on va venir fixer les plaques de placo-plâtre, on va mettre des vis et on va faire plein de trous, et ça va pas être forcément l'idéal au niveau de l'étanchéité. Mais surtout, on va pas pouvoir passer nos réseaux, donc les gaines électriques notamment, sans
venir percer la membrane. Et donc à chaque fois qu'on a un interrupteur, par exemple ici à l'entrée, on va devoir faire un trou et ça va percer la membrane. Donc il faudra mettre une boîte spécifique qui est étanche et les gaines elles vont passer derrière la membrane du coup. Et si elles ressortent ailleurs au niveau d'une lampe, au niveau d'une autre prise par exemple, et c'est pareil, ça va devoir de nouveau traverser la membrane pour ressortir. Et donc ce qui fait que même si on utilise des boîtes étanches, il y a plein d'endroits où on va être obligé de faire des trous et ça sera jamais parfaitement étanche, donc les petits défauts ils vont se cumuler et on peut avoir pas mal de défauts à la fin. Donc c'est pour ça que je trouve vraiment pas mal ce système de mettre la membrane derrière les rails et du coup là on peut passer nos gaines, on peut passer nos boîtes et tout ça sans venir trifouiller la membrane, sans faire de trou dedans. Donc ça c'est le système de base pour les murs et maintenant on va aller à l'étage, regarder sous le plafond parce que c'est un petit peu différent la méthode. Alors au niveau des plafonds ou ici là en toiture avec les pentes, on n'utilise pas le même système avec un rail au fond. On va utiliser un système qui s'appelle de suspente. Donc ça ressemble à un appui dans le principe, sauf qu'au lieu que ça soit clippé dans un rail qui est contre le mur, on vient se clipper là par exemple sur les chevrons porteurs du toit. Donc même principe, suivant l'épaisseur de l'isolant qu'on va installer, ça sera plus ou moins long. Et en fait il y a des rangs, c'est pas si c'est de la 120 c'est forcément ce truc là, puis si c'est 130 c'est une autre. Souvent ça va être par exemple de 120 à 160 ou de 120 à 140. Et donc après, suivant comment on l'installe plus ou moins profond quand on va mettre les vis, on va pouvoir mettre de l'épaisseur d'isolant plus ou moins épais. Donc eux déjà ce qu'ils ont prévu c'est de mettre 200 mm d'isolant entre les fermettes, comme ça qui va venir au ras, et ensuite de croiser avec je crois 160 d'isolant dans ce sens là. Et donc c'est là les suspentes vont être vraiment importantes pour venir mettre donc la deuxième couche croisée d'isolant. Et donc c'est pareil, on va venir percer l'isolant pour le mettre de contre. Et ensuite on a deux pièces. Donc la première pièce elle va venir hop, comme ça se clipper, donc elle va permettre notamment de maintenir l'isolant en place pour pas qu'il retombe. Autant sur les murs c'est pas forcément indispensable si l'isolant est rigide, autant là quand on est en plafond, sur les rampants et tout ça, il n'y a pas le choix de mettre ça pour pas que tout se casse la gueule. Et donc ensuite, même principe, on vient mettre le frein vapeur en se perçant dans le trou, et là on va mettre ce petit morceau là qui va venir pincer en quelque sorte le frein vapeur, là où on voit qu'il est serré. Donc là à ce niveau là ça fait l'étanchéité, donc on n'a pas besoin de morceaux en plastique comme sur l'autre système. Voilà, elles sont vraiment pratiques ces suspentes. Vous en avez peut-être vu déjà d'autres qui existent, qui sont des suspentes en acier. Alors c'est le même principe, en fait on vient se régler plus ou moins en mettant des vis suivant l'épaisseur de l'isolant qu'on veut mettre, sauf que l'inconvénient de ça c'est que quand on va venir mettre le frein vapeur, ça va le percer, mais on aura aucune étanchéité autour de la pâte métallique en fait, de la suspente métallique, et du coup on ne pourra pas avoir d'étanchéité à l'air. Donc si jamais on veut mettre un frein vapeur dans sa maison, faut forcément passer par un système comme ça qui prévoit un système d'étanchéité là où le frein vapeur est percé, parce que sinon c'est pas étanche du tout, et je pense que ça sert à rien de mettre tout un frein vapeur si c'est pour le percer à chaque suspente sans combler l'étanchéité. Et donc après même système qu'en bas, en fait ici la petite coupole elle a un profil vraiment particulier qui correspond au profil de la fourrure, et donc on va pouvoir venir se clipser dessus. Voilà. Donc là par contre vous voyez qu'il n'y a pas de système de réglage plus ou moins profond comme pour les murs. Donc là c'est au moment en fait où on installe les suspentes qu'il faut que vraiment les suspentes elles soient bien alignées plus ou moins profond. Et encore une fois l'idéal pour faire ça c'est d'avoir un laser. Donc il faut savoir que les lasers de base ils se mettent de niveau par rapport à la gravité, donc on est plan par rapport au sol, mais c'est possible de les verrouiller, et du coup quand on va incliner le laser, le laser il va suivre l'inclinaison. Donc l'idée c'est d'installer le laser de façon inclinée, donc par exemple on vient le visser sur une des fermettes. Donc après on a le laser qui donne vraiment le plan qu'on a indiqué, donc il suffit juste de venir se positionner et ensuite de se mettre plus ou moins profond et de voir où est-ce que le laser il tape, et hop, quand il est vraiment au même endroit que tous les autres, là on vient visser. Et l'autre inconvénient de ces petits trucs c'est qu'on ne peut pas les enlever facilement. L'autre on fait un quart de tour, on peut enlever, on peut remettre, donc ça permet par exemple d'installer un endroit, de vérifier si tout est bon et d'enlever après. Quand on n'est pas un professionnel, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir des trucs qui se démontent, parce que on a vite fait de faire des erreurs, on peut se tromper sur tout un mur. Et donc là par exemple on peut pas enlever ça facilement, mais mon père a trouvé une petite idée, je vous montre. Donc c'est tout simplement une pince que mon père il a recoupée aux bonnes dimensions pour pouvoir en fait venir écarter la petite coupole là, hop, et l'enlever. Et en fait sans cet outil c'est ultra galère, mais avec des tournevis et tout ça, de l'enlever sans l'abîmer en fait. Donc c'est pas vraiment fait à la base pour être enlevé, et après on peut s'en resservir, voilà, s'il y a besoin de rebouger on peut rebouger, après on peut venir reclipper et c'est bon. Donc là on voit de ce côté là ils ont déjà installé l'isolant de 200 entre les fermettes, et donc on voit qu'il y a les suspentes qui sortent pour mettre encore une couche de 100-160 je crois d'isolant. Et donc ça c'est sur les pentes du toit, et
voilà, il y a un petit plafond plat et donc c'est exactement le même système. Et d'ailleurs là on voit, ils sont en train de faire des tests, on voit qu'il y a 2 rails qui viennent se clipper dans le système de petite coupole que je vous ai montré juste avant. Il y a encore un petit truc assez pratique que je voulais vous montrer, c'est ce système là. Et en fait ça va permettre de venir assembler des fourrures dans différentes positions. Par exemple sous une fenêtre ou un endroit, si on veut faire comme ça un angle à 90 degrés, le connecteur il a un profil avec une rainure qui correspond au profil de la fourrure et donc on peut venir clipper dedans. Ça peut arriver qu'un encadrement de fenêtre par exemple triangulaire, on ait besoin de venir comme ça, et bah c'est possible. Donc là il faudrait couper comme ça mon rail, mais je pourrais venir avoir une liaison. Et donc le fait d'utiliser ce connecteur, ça permet aussi d'être sûr qu'on est au même niveau sur les 2 fourrures. Et donc quand on va visser la plaque de placo, il n'y en a pas une qui va ressortir un peu plus et ça va poser problème. On peut aussi l'utiliser pour faire un raccord par exemple entre un mur qui serait droit et un plafond par exemple en sous-pente. Donc dans ce cas là en fait on va venir pouvoir plier comme ça le connecteur et ensuite on viendra clipper la deuxième partie dessus. Et voilà, du coup ça permet d'avoir un assemblage, que ça soit aligné grâce au connecteur. Et en fait entre les 2 parties plastiques il y a une petite lame en acier qui permet voilà, de plier suivant l'inclinaison qu'on a du toit, suivant l'endroit où on veut faire la liaison. Alors tous les connecteurs, les petits trucs là jaunes que je vous ai montré, c'est vraiment ultra pratique je trouve, surtout pour les particuliers. Je pense, vous me direz en commentaire, mais peut-être que les professionnels n'utilisent pas forcément ça parce que en fait ça a un coût quand même. Chaque petit morceau ça dépend, mais ça coûte peut-être entre 1 et 2 euros par pièce, donc voilà, sur toute une maison il y en a des dizaines et des dizaines, donc ça fait vraiment un budget important. Et il y a peut-être des méthodes qui demandent un peu plus d'habilité, un peu plus d'expérience, mais qui reviennent moins cher. Et justement en parlant des coûts, je trouve que c'est vraiment un truc à garder en tête parce que quand on va faire par exemple du placo avec des fourrures comme ça, on va penser tous les trucs métalliques à les compter dans le budget, on va penser à compter les plaques de placo dans le budget, mais peut-être qu'on va pas penser à compter tous ces connecteurs et en fait peut-être que c'est 10-20% du budget en fait pour faire un système d'ossature métallique. Donc c'est vraiment pas un truc obligé dans le budget si on veut pas avoir de mauvaises surprises. Bon, il reste encore pas mal de trucs à faire, notamment au niveau de l'isolant, mais tout ce qui est la partie isolant, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Notamment, ils ont construit une machine pour découper l'isolant qui est vachement pratique. Pour la pose de l'isolant, pour certaines découpes. On va aussi parler dans les prochaines vidéos des raccords avec le frein vapeur. Là, on a vu le raccord par rapport à la dalle, mais il y a un endroit qui est très compliqué à faire. C'est le passage entre le rez-de-chaussée et l'étage parce qu'il faut traverser toutes les solives. Donc ça fait beaucoup de découpes et c'est pas forcément évident d'être 100% étanche à ce niveau-là. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!